Bon, nous allons commencer. Je remercie tous ceux qui sont venus malgré l'heure matinale, en espérant que tout est filmé, et sachant d'ailleurs que tout est filmé, et donc les discussions, les tables rondes seront retransmises sur le site du Collège de France et tweetées si nécessaire. Donc cet événement est un événement, en tout cas pour nous, pour le Collège, c'est sûrement très important d'avoir marqué, au moins symboliquement, l'importance du CNRS dans le système de recherche français, mais pas uniquement français, au niveau international. Il faut savoir que le CNRS est l'une des plus grandes institutions internationales de recherche. Je pense que vous l'apprendrez aujourd'hui. Vous savez aussi que le CNRS, donc je remercie évidemment aussi les participants d'avoir accepté notre invitation pour que cette journée soit une journée riche sur le plan intellectuel et aussi sur le plan de la réflexion sur ce qu'est la science, comment elle se fait, comment elle se projette dans l'avenir. Et au moment où, vous le savez, une loi de programmation est en cours d'élaboration et il faudra peser de tout notre poids pour que cette loi reflète les ambitions qui sont forcément les nôtres et que je crois tout le monde ici partage. Le CNRS est né en octobre 1939. Il a été créé sur une décision de Jean Zay et avec Irène Joliot-Curie et Jean Perrin, qui était à l'époque sous-secrétaire ou secrétaire d'État, je ne sais plus très bien. Et c'est né d'une fusion, en fait, qui était une fusion entre la Caisse nationale de la recherche scientifique et le Centre national de la recherche scientifique appliquée. Donc, si je rappelle ça, c'est que il y a toujours une espèce de confusion, je crois, entre recherche fondamentale, recherche appliquée. Dès les origines, le CNRS était quand même marqué par cette idée d'application, même si à la suite, dans les années qui ont suivi la guerre, le côté recherche fondamentale est devenu une sorte de marqueur du CNRS et nous espérons évidemment qu'il va le rester. Cela dit, cela ne doit marquer aucun mépris pour la technique. Évidemment, nous sommes des animaux techniques. C'est-à-dire que sans la technique, Sapiens n'aurait jamais résisté avec ses 10 000 fondateurs, d'une certaine façon, quelque part en Afrique, soit à l'est, soit à l'ouest du Rif. S'il n'y avait pas eu les outils, s'il n'y avait pas eu le feu, s'il n'y avait pas eu les armes, eh bien, nous ne serions pas là, car l'environnement n'était pas extraordinairement favorable à cette espèce qui naît dans un état d'impotence totale. Donc un nourrisson, c'est quand même pas très vaillant quand il faut se battre contre un lion ou un tigre. C'est pas tout à fait. Donc l'outil et l'outil social aussi a été extraordinairement important. L'outil a prolongé le bras, mais la bicyclette a prolongé nos jambes et l'ordinateur prolonge notre cerveau. Donc on ne peut pas mépriser du haut de je ne sais quelle pureté ce côté technologique qui est très important, y compris d'ailleurs en sciences. La lunette de Galilée d'abord servi à regarder les navires qui arrivaient dans la lagune de Venise avant de se tourner pour examiner la Lune ou les satellites de Jupiter. Donc ce qui s'est produit, si on regarde un petit peu dans les dernières années, depuis les années 80, je dirais, c'est surtout une financiarisation du processus industriel. C'est-à-dire que les industriels ont arrêté d'investir ou ont diminué leurs investissements dans la recherche, et là, il y a quelque chose d'absolument scandaleux, je pense, pour se tourner vers des outils qui étaient plus des outils de financiarisation. Et donc, de ce point de vue, on a demandé au CNRS, on a demandé aux chercheurs de se tourner plus vers quelque chose qu'ils appellent la science appliquée, mais ce n'est pas très, très clair, cette affaire. Donc, ça a été je crois, un abandon, je dirais, de l'investissement dans l'outil technologique, dans l'outil technique par les industriels eux-mêmes, qui est très marqué quand on regarde l'évolution des financements. En 2002, nous étions à 2,20% du PIB en recherche et développement, et comme nos voisins allemands, et aujourd'hui ils sont à 3%. Nous sommes toujours à 2,2%. Donc chaque année, c'est au bas mot une vingtaine de milliards. Et beaucoup de ces milliards qui manquent sont des milliards qui manquent du côté développement, du côté industriel. Donc il manque aussi du côté de la recherche publique, qui est pour l'essentiel, au moins pour, je dirais, 80%,
une recherche fondamentale. Et il nous manque, pour cette part de la recherche, de l'ordre de 4 ou 5 milliards par an. Donc, une recherche qui n'est pas guidée, mais qui forcément débouchera. On ne peut pas imaginer... Alors, il y a des recherches qui seront purement cognitives, qui ne trouveront peut-être jamais aucun débouché. Mais ça, c'est très bien. Et il y a des recherches dont on ne sait pas si dans 10, 20 ou 30 ans, elles n'aboutiront pas à des découvertes qui seront sociétalement extraordinairement utiles. Donc, moi, je prends souvent l'exemple des maladies de l'instabilité génétique, puisque, bon, je suis biologiste. Quand Barbara McClintock a regardé la couleur des grains de maïs dans un épi, ce n'étaient pas des programmes qui étaient financés par un plan Alzheimer ou un plan cancer. C'était des programmes qui n'auraient pas été programmés par des plans cancer ou des plans Alzheimer. Il se trouve qu'elle a découvert les bases de l'instabilité génétique, des éléments mobiles, et qu'aujourd'hui, la plupart de ces maladies sont abordées sous cet œil, sous ce regard de la stabilité génétique des transposons, des éléments mobiles. Donc, cette recherche fondamentale, elle est absolument indispensable, et le CNRS, évidemment, a joué un rôle essentiel. Mais elle ne doit pas s'accompagner d'une espèce de mépris de la technique. Je crois que ça, ce serait une erreur très, très grave. D'autant plus qu'on peut espérer, ce n'est pas par les investissements qui sont aujourd'hui faits, mais il y a quand même une sorte de prise de conscience que la financiarisation qui a démarré dans les années 80, Thatcher, Reagan, ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une prise de conscience de l'importance aujourd'hui de réinvestir dans l'industrie, tout bêtement, hein, dans les technologies industrielles. Alors évidemment, ce n'est pas toujours suivi des faits. Le crédit impôt recherche, qui quand même coûte 6 milliards d'euros par an, c'est-à-dire un peu plus de 2 fois le budget du CNRS, il faut quand même le voir, ne donne pas les résultats qu'on aurait pu escompter. Donc peut-être aller regarder de ce côté-là qu'est-ce qui se passe. Mais il y a quand même cette idée que, et ça c'est parce qu'on s'est rendu compte quand même de la puissance industrielle d'un pays comme l'Allemagne, il y a quand même cette idée que peut-être faudrait-il réarmer l'outil de production au sens autre que les finances. Donc ça, c'est... Et puis, il y a aussi un paysage qui change, sur lequel peut-être il faut réfléchir, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les jeunes pousses. C'est-à-dire qu'il y a aussi de ce côté-là une modification de la façon dont l'innovation se fait dans le milieu industriel. Et c'est quelque chose qui peut entrer dans notre réflexion. Donc je crois qu'il y a toutes ces pistes à étudier. L'essentiel, je crois, en ce qui me concerne, c'est d'investir massivement dans la recherche fondamentale et faire venir, garder les jeunes, faire entrer les jeunes dans la recherche. Une chose qu'on a pu constater, et les biologistes sont particulièrement touchés par ça, c'est que au fond, les gens qui entrent au CNRS, c'est autour de 30-35 ans aujourd'hui. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Je veux dire, quand on entre dans un organisme de recherche, à 30-35 ans pour un salaire qui est de 2 500 à 3 000 euros, mais ça c'est pour les meilleurs, à un âge où les jeunes gens fondent des familles, ce n'est plus attractif. Donc il faudra quand même un jour qu'on regarde cette question de l'attractivité du métier, activité qui va au-delà de l'embauche des jeunes, mais dans lequel l'embauche des jeunes est quelque chose d'extraordinairement important. Moi, je suis très favorable à ce qu'on embauche plus tôt, avec des salaires plus élevés et plus de gens. Mais il n'y a pas que ça. Dans la réalité, vous savez, il y a toute la question de quand on embauche quelqu'un à un stade plus avancé de sa carrière, où il est déjà indépendant sur le plan de la recherche, eh bien, être capable de lui offrir non seulement un salaire raisonnable, en tout cas compétitif par rapport à ce qui se fait dans les autres pays du monde, de même stature, car nous sommes toujours, et ça c'est pour moi une source d'étonnement et de plaisir, nous sommes toujours la 5e ou 6e puissance scientifique du monde, en dépit des faibles investissements qui sont consentis. Et ça, il y a un miracle, et je pense que le CNRS participe de ce miracle. Hein, c'est-à-dire une sorte d'engagement dans la recherche quand on entre dans ces institutions qui participe du miracle. Mais enfin, le miracle, ça ne dure pas éternellement, donc il faut penser à l'après-miracle. Et l'après-miracle, c'est justement de prévoir pour les générations qui viennent la capacité de s'engager totalement dans la recherche avec des moyens qui sont comparables à ceux dont bénéficient nos concurrents, puisque le monde de la recherche est un monde international, hein, ce n'est pas un monde qui est fermé sur lui-même. Donc, et même en Europe, hein, on voit aujourd'hui qu'il y a une
division du travail qui s'installe en Europe, avec des pays qui investissent massivement dans la recherche, l'Allemagne en particulier, 3%, mais les pays du Nord aussi, des pays, Israël, la Corée, qui investissent beaucoup, et puis des pays qui investissent moins. Et la France ne fait pas partie des pays qui investissent le plus en recherche et développement, et je pense que c'est un véritable problème pour l'avenir. Alors, évidemment, mettre les jeunes avec des moyens, mettre les moins jeunes aussi avec des moyens, c'est-à-dire quand on veut faire venir quelqu'un en France, quelqu'un qui a déjà une stature internationale très très puissante, être capable de lui offrir ce qu'on appelle en anglo-saxon un package. Donc tout ça, ce sont des questions dont vous allez probablement entendre parler aujourd'hui, mais je crois que le Collège de France devait accueillir le CNRS pour cet anniversaire, parce que nous pensons vraiment que la recherche fait partie des points sur lesquels il faut accentuer le regard, sur lesquels il faut attirer le regard des gens qui nous gouvernent, de telle sorte que les investissements soient faits et que nous puissions regarder le futur avec espoir aussi dans ce pays. Sinon, eh bien, nous deviendrons un pays de parcs de loisirs, de culture, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en satisfaire si on a une certaine idée de l'avenir de ce pays que nous aimons, finalement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.